le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Monsieur Biel, bonsoir et bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas pour la présentation. Bonsoir Joël, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. C'était un massacre à Tulsa. Joe Biden rend hommage aux Afro-Américains tués en 1921. Joe Biden s'est rendu mardi à Tulsa, dans l'Oklahoma, où près de 300 Nord-Américains avaient été tués par une foule blanche il y a 100 ans. Ce n'était pas une émeute, c'était un massacre, a déclaré le président des États-Unis, qui souhaitait rompre le silence sur cet épisode sombre. Voici un reportage signé France 24. Le massacre s'est produit il y a 100 ans, et pourtant Joe Biden est le premier président à le commémorer. Le 31 mai 1921, une foule d'Américains blancs saccage le quartier de Greenwood à Tulsa, tuant jusqu'à 300 personnes noires. Un pan de l'histoire, trop longtemps ignoré selon le président. We do ourselves no favors by pretending none of this ever happened. Or it doesn't impact us today, because it does still impact us today. I come here to help fill the silence, because in silence wounds deepen. Joe Biden s'est entretenu avec 3 survivants. Enfants au moment du massacre, il demande une compensation financière pour les victimes. Une idée soutenue bien au-delà de la ville de Tulsa. Dans l'assistance, certains comme cet homme ont fait plus de 1500 km pour participer à l'hommage. Après l'attaque, les dommages n'ont pas été couverts par les assurances et personne n'a été inculpé. À l'époque surnommé le Black Wall Street, le quartier de Greenwood était un exemple de réussite économique. Many of us here are not celebrating the massacre, but we are celebrating why the massacre happened. It's because there were 30 blocks of a successful, self-sustaining black community. Ce mardi, Joe Biden a également annoncé des mesures de lutte contre les inégalités raciales. Une aide économique devrait faciliter l'accès à la propriété et à la création d'entreprises pour les Noirs américains. La Russie va quitter le traité international ciel ouvert. Après les États-Unis, la Russie est en passe de quitter le traité international ciel ouvert. Des vols d'observation au-dessus des pays signataires destinés à surveiller l'activité militaire. Voici un reportage signé Euronews. Le ciel russe ne sera désormais plus en libre accès. La Douma s'est prononcée à l'unanimité pour la sortie de la Russie du traité international ciel ouvert. Il permet le contrôle des mouvements militaires et des installations stratégiques des pays signataires. Moscou emboîte ainsi le pas aux États-Unis qui ont quitté le traité sous la présidence Trump. Les autorités russes avaient assuré laisser la porte ouverte à un retour aux dispositions du traité si Washington en faisait de même. Politiquement, je pense qu'il s'agit d'un signal important indiquant qu'un autre pilier du système de sécurité européen de l'après-guerre froide est en train d'être supprimé. Cependant, pour être honnête, sur le plan opérationnel, les États-Unis et la Russie disposent de suffisamment de capacités satellitaires pour être en mesure de surveiller les mouvements et les positions militaires de l'autre partie. Le traité ciel ouvert est entré en vigueur en 2002, avec à l'origine 35 pays signataires. Il donne à chacun le droit d'effectuer des vols d'observation au-dessus du territoire des autres parties signataires, en échange de l'obligation d'accepter de tels vols au-dessus du sien. En Libye, mise en garde contre un report des scrutins de décembre. Fatih Bachega, ancien ministre de l'Intérieur et probable candidat à la présidence, soupçonne le Premier ministre Abdelhamid des Pays-Bas de vouloir repousser l'échéance. Voici un reportage signé Africa News. En Libye, l'ancien ministre de l'Intérieur met en garde contre tout report des élections prévues le 24 décembre prochain. Probable candidat à la présidence, Fatih Bachagha faisait partie du gouvernement
qui a cédé le pouvoir au cabinet de transition. Mais cette personnalité influente soupçonne le Premier ministre Abdelhamid Beiba de vouloir repousser l'échéance. Il est clair que le gouvernement actuel préférerait ne pas avoir d'élections, mais c'est un engagement qui doit être mené à terme. Les élections législatives et les élections présidentielles auront lieu en même temps. Et pour la première fois, le président sera élu au suffrage direct. 10 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye est toujours engagée dans un processus de paix. Malgré une trêve officielle depuis octobre, le retrait de forces étrangères et l'unification des institutions peinent à se concrétiser. Au Tibet, à l'école des moines, on étudie Xi Jinping, pas le Dalai Lama. En Chine, il est théoriquement possible de pratiquer sans problème l'une des 5 religions officielles, mais quand les régions dites autonomes revendiquent leur spécificité religieuse, Pékin n'est pas loin d'y voir du séparatisme, et même à l'université du bouddhisme, on étudie Xi Jinping et non pas le Dalai Lama. Voici un reportage signé TV5 Monde. Ils ne reçoivent pas souvent de visites, encore moins de journalistes étrangers. Alors devant les caméras, ces futurs moines redoublent d'ardeur. Quelques minutes d'échauffement, puis c'est le match de foot à 3600 mètres d'altitude. Le voyage de presse a été organisé par le gouvernement chinois. À première vue, l'université du bouddhisme et ses toits en pagode semblent avoir toujours été là. Mais le bâtiment date de 2011. Ici, à part le football, 900 élèves apprennent le chinois, l'anglais et les préceptes du bouddhisme tibétain. Inutile pour autant de chercher le portrait du Dalai Lama. Le 14e Dalai Lama a fui à l'étranger pendant plus de 70 ans et il n'a rien fait de bon pour le peuple tibétain, si bien que nous avons perdu confiance en lui. En guise de chef spirituel, des portraits et des citations du président chinois Xi Jinping ont été accrochés. Les futurs moines suivent aussi de nombreux cours de politique. On étudie de 6h du matin à 9h du soir. On ne peut pas connaître la politique. Aux étudiants, il est expliqué qu'en 1951, la Chine a libéré pacifiquement le Tibet, aboli la servitude et apporté le développement. Le Dalai Lama est accusé de séparatisme, pas un mot sur la destruction de milliers de temples, sur les déplacements de population et sur les massacres. Toutes nos vies heureuses viennent de la direction centrale du Parti communiste. Sans le Parti communiste chinois, il n'y aurait pas eu cette école bouddhiste. La majorité des moines sont reconnaissants envers le parti de tout leur cœur. À l'université du bouddhisme, on apprend donc avant tout à être chinois. À l'étranger, les Tibétains en exil dénoncent la répression et l'absence totale de liberté d'expression. Je ne suis pas là pour défendre la religion, répond le vice-président de la faculté. Je ne suis pas bouddhiste, je suis communiste. Direction l'Israël, qui est Isaac Herzog, nouveau président de l'État d'Israël, tout juste élu 11e président de l'État d'Israël. Dans son discours de victoire, ce dernier a promis de rassembler les citoyens dans toute leur diversité et de faire d'Israël une société exemplaire. Voici un reportage signé I24 News. Dans la famille Herzog, je demande Isaac, alias Isaac Boudji Herzog. À la mi-mai, il a annoncé sa candidature au poste de 11e chef de l'État d'Israël dans un communiqué. Je pense que le prochain président de l'État d'Israël sera tenu de combler le fossé qui nous sépare. Nous devons planifier et construire le prochain chapitre de notre histoire. La vision de l'État d'Israël en ce centenaire de son indépendance, l'engagement pour la victoire d'Israël est la priorité de mes ancêtres, le centre de ma vie et l'héritage de mes fils. Ancienne figure de proue du Parti travailliste de 2013 à 2017, l'homme est issu du sérail politique. Son engagement est héréditaire. Son père, Chaim Herzog, a déjà occupé le poste de 6e président d'Israël de 1983 à 1993. Renforcer le statut international d'Israël, protéger sa réputation au sein des nations et lutter contre la haine de ses ennemis, tels sont les objectifs de l'ancien député. Il n'y a rien de plus fort que l'espoir qui va détruire la peur et permettre à Israël de se séparer des Palestiniens et de mettre en œuvre la vision des 2 États, créer une société juive sioniste, démocrate, en sécurité égale et ouverte.
Issu de l'aristocratie politique israélienne, Isaac Bougie Herzog est aujourd'hui directeur de l'agence juive, un poste qu'il occupe depuis juin 2018. Né en 1960, il travaille dans le cabinet d'avocats Herzog Fox & Niemann, dont son père est l'un des fondateurs avant de créer son propre cabinet. Par la suite, Isaac Herzog a occupé son siège à la Knesset pendant plus de 15 ans. Il a été ministre à 4 reprises, à la protection sociale, à la diaspora, au tourisme ainsi qu'au logement. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour ce mercredi 2 juin 2021. On s'excuse pour hier, mardi on avait eu de petits problèmes techniques à notre studio à Boston. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Regardez Télé Beltop 24 heures sur 24 à Boston et à travers le monde. Température pour ce aujourd'hui, Boston 78 degrés, 18 degrés Fahrenheit, 26 degrés Celsius. 78 degrés, ça fait du bien. Et pour Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna. Rendez-vous c'est pour demain. Passez un excellent mercredi à l'écoute de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.